Aujourd'hui, lumière sur une notion, l'écologisation des mœurs. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait. Les haies sont sorties de l'ombre et de l'indifférence. Elles étaient au cœur des manifestations des agriculteurs l'hiver dernier. Et ces derniers mois, nombreux livres, articles et éditos ont clamé leur attachement à ces bordures d'arbres et de buissons séparant deux champs, plantés, entretenus, arrachés. Et aujourd'hui, objet de nostalgie ou de bataille politique, qu'est-ce que cet interstice végétal où toute la faune qui l'abrite peut nous apprendre de notre rapport à l'environnement? Pour notre invité, le sociologue Léo Magnien, les haies ont été le poste d'observation idéal de l'écologisation des mœurs, la notion du soir donc, un livre important, stimulant aussi sur le plan méthodologique de la recherche en sciences sociales. On va comprendre pourquoi grâce à vous, avec vous. Bonsoir Léo Magnien. Bonsoir Quentin Lafay. Et merci d'être au micro de France Culture. Vous êtes sociologue au CNRS, membre du LISIS, le laboratoire interdisciplinaire des sciences et innovations des sociétés. Vous faites paraître donc cet ouvrage intitulé La vie sociale des haies, enquête sur l'écologisation des mœurs. Bienvenue à vous. Alors pourquoi Léo Magnien commencer votre ouvrage par cette citation de Gustave Flaubert? Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. Pour deux raisons. Une première parce que j'avais les haies sous le nez depuis le début de mes recherches en 2014-2015 sur l'agriculture. Mais ce n'est qu'au bout de 2 ans que je me suis décidé à en faire vraiment l'objet premier de ma recherche, la matière première, parce que je travaillais avant sur des sigles très compliqués qui n'auraient intéressé personne dans la politique agricole commune. Et la haie était au croisement de tous ces sigles, donc elle n'allait pas disparaître avec les réformes qui arrivaient, donc tout le monde voit ce que c'est un monosyllabe, c'est même une voyelle, donc il y a une certaine simplicité qui tranche avec la complexité administrative. Voilà pour la première raison. Et puis la deuxième raison pour cette citation de Flaubert, c'est qu'elle a aussi une histoire sociologique. En fait, elle est dans La misère du monde, juste avant un texte de Pierre Bourdieu qui est très célèbre et qui s'appelle Comprendre, avec cette idée qui est chère aux sciences sociales, qui est qu'on peut éclairer des grands mécanismes à partir de ce qui va de soi, de ce qui est invisible, de ce qui est ordinaire, de ce qui pourrait paraître inintéressant ou qui nous laisse dans l'indifférence. Et puis quand on le regarde, quand on se met à enquêter, finalement on retrouve des choses tout à fait passionnantes. Alors soyons joueurs, soyez joueurs même Léo Magnien. Fermons votre livre si on l'avait ouvert et décrivez-nous peut-être la couverture de ce livre. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on y aperçoit? Qu'est-ce que c'est que cette haie que vous avez choisi de mettre en exergue? Alors si je la décris telle que je la vois en fermant les yeux, en fait ce que je vois en premier c'est pas la haie, c'est le champ labouré qui est sur la droite. Et puis sur la gauche une haie qui est assez haute avec des chênes, donc la haie est sur un talus. Et cette haie, elle pourrait être une sorte d'image d'Épinal en se disant que c'est voilà, un avatar de la biodiversité, un emblème de la nature ordinaire à portée de main, qui a été bien décrit d'ailleurs par les dendrologues, les spécialistes des arbres, les écologues, avec des ouvrages à succès, notamment La vie secrète des arbres. Je pastiche le titre de manière assez voyante. Et d'un autre côté, finalement, ce qui est laissé de côté, c'est le côté social des haies, le fait que justement, ce qui me saute aux yeux, c'est plutôt le champ labouré qui est tout contre la haie, le fait que la forme des arbres en fait est déterminée par la taille de l'agriculteur qui entretient cette haie, le fait qu'on voit justement que les hautes branches balent au-dessus du champ, mais qu'il n'y en a pas en dessous dans l'arbre parce qu'il faut que le tracteur puisse passer, le fait qu'il n'y a pas forcément de strates buissonnantes entre ces arbres-là parce que ils sont taillés avec une épareuse, un broyeur, et puis le fait aussi que la haie est originellement un symbole de propriété, une clôture, donc un outil finalement cadastral qui marque l'emprise humaine du travail, de génération de travailleurs ruraux, d'agriculteurs, de propriétaires fonciers sur le paysage même. C'est-à-dire qu'on peut porter un regard spécifiquement sociologique sur la haie et qu'on peut en tirer des enseignements? Tout à fait, et finalement, c'est pas très original ce que je fais parce que, Marx lui-même, donc en précurseur, des sciences sociales, s'était saisi de l'objet haie dans la fin du premier livre du Capital, où il cite lui-même Thomas More qui, dans son Utopie, donc au XVIe siècle, parle des enclosures, un long mouvement historique qui s'étend depuis le XVe siècle jusqu'au XVIIIe En siècle, Grande-Bretagne? en Grande-Bretagne, et puis qui a une déclinaison française, mais qui vient de là en effet au départ, et selon lequel en fait la haie est, selon pour Marx, l'outil qui permet l'incorporation, je cite, du sol au capital. Pourquoi? Parce qu'avant on avait des vaines pâtures, donc des terres qui étaient communes, sur lesquelles des travailleurs pauvres pouvaient venir faire paître leurs animaux, et puis suite à une transformation de l'industrie qui a encouragé
à élever des moutons pour pouvoir produire de la laine, les lords, à l'époque, sont allés contre la loi qui protégeait ces vaines pâtures communes et se les sont appropriées via la haie. Donc on est loin de l'emblème de biodiversité bucolique, voire de commun, de biens publics qu'on retrouve dans les politiques agricoles contemporaines. Alors on va revenir au temps présent puisque les haies ont décidé de surgir dans l'actualité au printemps dernier. Est-ce qu'il faut vraiment venir armé quand on vient contrôler une haie? Sur les haies, j'ai découvert ça, il y a 14 réglementations différentes. Comment, quand on est agriculteur, on peut s'y retrouver quand il y a 14 réglementations différentes? Et après, on vient vous chercher sur une des 14 réglementations, on vous sanctionne, on vous contrôle. Mais enfin, sur 14 réglementations, vous ne pouvez pas les connaître toutes par cœur. Donc, on passe de 14 réglementations à une réglementation. Gabriel Attal, c'était le 26 janvier 2024, alors que les agriculteurs manifestaient largement dans notre pays. Ce que nous indique peut-être cet extrait, c'est qu'au fond, la haie est au croisement de beaucoup d'enjeux sociologiques, politiques, aujourd'hui encore. Exactement, alors cet extrait, il est célèbre entre nous, entre chercheurs qui travaillons sur les questions Entre spécialistes des haies. agricoles et environnementales. On l'appelle le discours botte de paille donc de Gabriel Attal parce qu'il est dans le sud-ouest à ce moment-là et son pupitre est une botte de paille. Ce qui était d'ailleurs critiqué par la FNSEA plus tard lors de son congrès en mars en disant que ça ne faisait pas sérieux. Mais l'idée c'était d'avoir un discours de crise, hein, c'est comme ça, de gestion de crise qu'on peut le lire. Et la première phrase est très intéressante, je ne sais pas si les auditeurs s'y sont arrêtés, mais c'est est-ce qu'il faut vraiment venir armé quand on vient contrôler une haie, que j'ai emprunté à Gabriel Attal pour nommer une sous-partie de la fin du livre, parce que ce qui est en question là, en fait, c'est le pouvoir et la légitimité de la police de l'environnement, qui est multiple, mais là, en l'occurrence, on parle de l'Office français de la biodiversité, dont les inspecteurs sont en l'occurrence armés, en effet, pour une raison tout à fait simple et historique, c'est que le principal type d'acteurs auxquels ils sont confrontés sont les chasseurs, donc des personnes qui sont armées, et a fortiori des braconniers avec lesquels ça pourrait être tendu. Et la question de l'arme catalyse plusieurs problèmes parce que c'est la question de la légitimité symbolique en fait de l'État à investir ces domaines environnementaux, justement sur encore une fois un emblème de la propriété privée qu'est la haie, qui est posé. Donc là, si on l'analyse en sociologue, je vais sans scrupule réutiliser l'analyse que je proposais à des étudiants il y a 1 heure à peine à la Sorbonne, c'est de dire que on peut utiliser ce qui est fait sur le fiscal, par exemple, tous les travaux sur la fiscalité, où un sociologue qui s'appelle Alexis Spire parle d'organisation de l'illégitimité de l'État par l'État lui-même, notamment avec les mécanismes de niche fiscale, où c'est l'État qui prélève, mais l'État lui-même dit j'autorise qu'on puisse passer à côté de la règle. Et là, dans le domaine environnemental, on retrouve tout à fait cette notion, puisque le discours de Gabriel Attal s'ouvre sur la question de la fiscalité. Le fait de ne pas défiscaliser le fioul rouge, donc c'est-à-dire de ne pas taxer ce fioul-là, c'était ça qui avait un petit peu mis le feu aux poudres des mobilisations agricoles. Et s'ensuit à peu près une douzaine d'annonces de Gabriel Attal, dont le fait de simplifier la réglementation sur les haies, qui n'est pas forcément faisable. Et c'est ça le deuxième point qu'il faudrait peut-être retenir, c'est que en fait ça a été vécu par les agents policiers de l'environnement comme une sorte de désaveu. Et d'un autre côté, en fait, en droit, c'est pas forcément faisable parce que les 14 réglementations sur la haie, en fait, en réalité, il y en a 3. C'est le code de l'environnement, le code de l'urbanisme et le code rural avec la PAC dedans. Mais finalement, c'est pas facile de les fusionner. Donc on peut simplifier la manière d'accéder à ces réglementations, mais on ne peut pas passer à une réglementation. Alors venons-en avec vous à la notion du jour, parce qu'au fond, les haies sont pratiquement un prétexte pour tirer des enseignements bien plus larges. Vous nous avez indiqué, très honnêtement, avoir détourné le titre de votre ouvrage, La vie sociale des haies, mais vous avez également détourné le sous-titre, L'écologisation des mœurs. Alors ça vient d'où ? Voilà, vous m'avez percé à jour, je suis un grand emprunteur. Donc l'idée, c'est de citer derrière vraiment un livre merveilleux en sociologie qui s'appelle La civilisation des mœurs de Norbert Elias, donc, qui est écrit et publié en 1939, puis traduit ensuite dans les années 70 en français. Donc il y a un sociologue allemand, Norbert Elias, qui a fait sa carrière au Royaume-Uni principalement. Et Norbert Elias propose justement d'étudier la civilisation. Donc ce qu'il entend par civilisation, c'est une sorte de transformation des comportements, de sensibilité, et notamment de liens à l'agressivité ou de gestion des relations interpersonnelles et du corps, avec des détails de la vie quotidienne. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a mis en 4e de couverture, cette idée du mouchoir. Il analyse les différentes manières de se moucher à travers les époques, depuis le fait pour les paysans de se moucher dans ses doigts ou dans son coude,
jusqu'au développement du mouchoir, comme donc le paysan du médiévaux, hein, jusqu'au mouchoir, qui est un outil de distinction, qui est très raffiné. Et d'ailleurs, qu'on retrouve en français, c'est pas dans le livre d'Elias, mais c'est très drôle d'y penser. Enfin, le fait de ne pas se moucher du coude, on l'a encore dans les expressions en France. Il y a aussi de nombreuses histoires d'amour avec le mouchoir qu'on s'échange, qui devient un objet quasi érotique et matrimonial. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un petit peu la même sinon la même ambition, du moins le même pari, d'essayer de tenir une grande question générale, qui est celle de la transition actuelle, et je mets des guillemets à transition, mais de tension vers quelque chose de plus écologique dans la prise en compte voilà, des milieux, des pratiques, des espèces animales aussi. Et puis un exemple précis, la haie, puisque tout le monde voit ce que c'est, et là on a affaire à un objet concret et pas un concept. Je voudrais vous faire entendre justement un extrait de cet ouvrage formidable que vous mentionniez, La civilisation des mœurs, par Norbert Elias. Les termes civilisé et non civilisé n'expriment pas une antinomie comme bon et mauvais, mais ils expriment les jalons d'une évolution qui n'est d'ailleurs nullement achevée. La civilisation, que nous considérons en général comme une propriété qui nous est offerte tout armée sans que nous nous demandions comment nous en sommes devenus les propriétaires, est en réalité un processus, ou une phase d'un processus dont nous sommes nous-mêmes les sujets. Tout ce qui, à nos yeux, en fait partie, les machines, les découvertes scientifiques, le système gouvernemental, sont les témoins d'une certaine structure des rapports humains, de la société, d'un mode déterminé du comportement humain. Reste la question de savoir s'il est possible à la conscience réfléchie de percevoir avec une certaine précision et dans ses grands traits le processus social de la civilisation, ou du moins de quelques-unes de ses phases. Bertie Bourdon de l'équipe de Questions du Soir à la lecture. Merci beaucoup à elle. Ce qui est une idée forte, peut-être une autre idée forte de cet ouvrage, La civilisation des mœurs, c'est que ce que l'on croit peut-être naturel parfois, à savoir certains sentiments, certains comportements, méritent d'être historicisés, c'est-à-dire d'être réinscrits dans l'histoire. Est-ce que c'est l'ambition que vous avez vous-même quant à nos comportements écologiques d'aujourd'hui, de la réinscrire dans cette histoire courte ? Oui, de la réinscrire dans une histoire et de voir que, comme vous l'avez dit, ce qui peut paraître totalement naturel, spontané, voire quasiment biologique, peut être aussi finalement le résultat d'un processus qui est long et qui nous a été inculqué dès l'enfance. C'est pour ça qu'on ne le perçoit pas en tant que tel comme un travail de construction. Je vais prendre un exemple qui fait le lien avec la question animale. Il y a des historiens, des géographes qui sont intéressés aux manières de percevoir l'arbre au fil du temps. Et il est très intéressant de voir que si la question du bien-être animal aujourd'hui occupe voilà, une bonne partie des débats sur la question environnementale, la question du bien-être végétal aussi émerge. Et typiquement, ces historiens et puis des sociologues aussi montrent qu'il y a des tensions localement, par exemple aux alentours de Rennes, sur des tailles d'arbres. Donc tout ça est très contemporain, hein, ce qu'on appelle des ragos ou des ragoles, donc des arbres qui sont taillés un peu à la verticale, on enlève toutes les branches. Donc tout ça est une pratique qui a des explications pour les usages qu'on faisait du bois à l'époque, et c'est une pratique qui perdure. Et puis pour les règles de propriété aussi, puisque les petites branches appartenaient aux fermiers, donc aux locataires, et le gros bois du tronc appartenait aux propriétaires. Et puis finalement, on retrouve des critiques chez les personnes qui habitent la banlieue pavillonnaire autour de ces zones-là, qui disent non mais ça c'est de la torture, c'est pas possible, les arbres ont des moignons, ils crient de douleur, etc. C'est des critiques qui sont adressées aux agriculteurs contemporains en leur disant vous n'avez pas de cœur, vous êtes insensibles et autres. Et les historiens montrent que de façon assez stupéfiante, c'est des critiques qui existaient déjà du temps de la Révolution, où on accusait les paysans d'être des brutes et d'être assez rustiques. C'est ce qu'on a aussi toujours dans le langage courant, puis ça veut toujours dire rural et manque de finesse. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué, Léo Magnin, quand même, tout de même, de s'inspirer de Norbert Elias, de sa méthode? On lui reproche quand même de voir l'histoire d'une façon unidirectionnelle. On lui reproche également d'être un petit peu je vais y arriver, occidentalo-centré. Alors s'inspirer aujourd'hui de lui, est-ce que c'est pas un peu à contre-courant? Il ne faut pas canceller Norbert Elias, si c'est votre question. Il y a beaucoup de travaux critiques et moi je m'en sers d'une manière comme une boîte à outils en fait. Donc toutes les critiques sur son occidentalocentrisme qui a été bien montré par l'anthropologue Jack Goody par exemple dans un livre formidable, le livre Le vol de l'histoire. Tout ça je le prends en compte, le fait que voilà, il a un certain côté évolutionniste où on sent que voilà, il y a quand même une direction de l'histoire.
qui est pas forcément joué d'avance. Il insiste dessus sur le fait que c'est contingent, que c'est aléatoire, mais on sent quand même qu'il y a une certaine ligne de force qui est là. Par contre, sur la boîte à outils, c'est vraiment... c'est pas risqué du tout, dans le sens où on revient vraiment aux fondamentaux de la science sociale, de la sociologie, avec cette idée, non pas de regarder quelque chose comme déjà fait, mais de regarder des interrelations. C'est Hmm. dans l'extrait qu'a lu Bertie Bourdon. On a vraiment cette idée d'interrelation entre des structures sociales, des individus, des objets, des machines, des valeurs. Je voudrais qu'on fasse le lien maintenant que les deux éléments ont été plantés dans le décor, le lien entre cette écologisation des mœurs, ce concept que vous mettez en avant, Léo Magnin, et peut-être cet objet plus micro, les haies, avec une archive qui date de 1972. On part dans le Morbihan. Voilà les bâtiments d'habitation. Voilà le hangar, avant le remembrement. Les bêtes se trouvaient dans ces parcelles-là. Elles étaient protégées contre les vents par les talus, qui avaient avec leur végétation, les arbres et tout, environ 7-8 mètres de haut. C'était un abri pour les bêtes, aussi bien pour les cultures. Alors, le remembrement est venu, et voilà ce qu'il a fait. Alors, résultat, première tempête qu'il y a eu après le remembrement, la toiture de mon hangar a été enlevée. Eh bien, en hiver, les bêtes ne restent même pas dehors parce qu'elles cherchent à venir se mettre à l'abri derrière un talus qui reste, ou bien qu'elles viennent à l'état. Il y a énormément d'inconvénients. Pour les oiseaux également, il n'y en aura plus. Et il y aura beaucoup d'insectes ensuite dans les cultures. Il faudra utiliser les insecticides, ce qui entraînera la pollution automatiquement. Qu'est-ce que ça raconte, Léo Magnin, cet extrait, cette archive, je le rappelle, on est dans le début des années 70. Ce que ça raconte d'abord, c'est que la critique environnementale de la modernisation de l'agriculture ou de son industrialisation, en fait, elle est ancienne. C'est pas quelque chose qui est extrêmement récent. Là, on est au début des années 70. Et puis une autre chose que ça dit, c'est le lien, en fait, finalement, entre ce grand processus et là, une opération foncière particulière qu'est le remembrement. Donc le remembrement, pour que tout le monde comprenne, c'est un aménagement foncier dans lequel les parcelles sont regroupées autour de l'exploitation et si possible, c'est surtout historiquement à ça que ça a servi, de rendre mécanisables les parcelles, par exemple en drainant des zones humides, des marais entre guillemets, en détruisant ou en arasant des haies ou des talus pour faire passer le tracteur, parce qu'avant les parcelles étaient dimensionnées pour des animaux de trait. Et ce remembrement en fait catalyse énormément de critiques. A raison, parce que ça a été un instrument d'action publique très efficace qui a quasiment touché en ordre de grandeur la moitié de la surface agricole française. Mais il y a plusieurs parcelles qui ont été remembrées plusieurs fois. Donc en fait, il y a des zones entières de la France qui n'ont pas été remembrées, alors qu'il y a d'autres cantons qui ont été remembrés 3 fois. Et cette focalisation sur le remembrement est intéressante parce qu'elle permet d'ordonner le temps et de montrer un avant et un après. Et d'un autre côté, il y a aussi un récit qui vient avec cette temporalité spécifique qui empêche de saisir ce qui se joue vraiment aujourd'hui, parce qu'il y a des géographes, et notamment Thibaut Preux, qui a montré que ce qui se passe aujourd'hui dans la disparition du bocage, parce que ça continue, on perdrait aujourd'hui 20 000 km de haies de façon nette chaque année, ne passe pas par des opérations foncières qui sont sous l'égide de l'autorité publique, mais passe en fait par des transmissions de parcelles entre des exploitants, par des arrangements à l'amiable, et donc par quelque chose qui passe sous les radars. Donc se focaliser sur les remembrements d'un point de vue historique, ça peut être utile pour définir un point de bascule, mais si on creuse cette histoire-là, on voit que finalement ça peut empêcher de saisir les dynamiques contemporaines. Ce qui est passionnant par ailleurs, et ce que vous décrivez dans cet ouvrage, c'est que les haies sont aussi liées à un imaginaire paysan. On se souvient des haies avec énormément de nostalgie dans beaucoup de régions de France. Ça aussi, comment est-ce qu'on l'explique ? Il y a un livre qui est vraiment central en sociologie de l'agriculture qui est publié en 67 par Henri Mandras qui s'appelle La fin des paysans. Et en fait, peu de temps après, il y a un autre livre qui est publié et qui s'appelle La fin du paysage, où il y a notamment des textes de Bernard Charbonneau, qui est un penseur incontournable de l'écologie politique. Donc je pense que ce qui se joue dans le caractère affectif qui est accordé aux haies,
c'est finalement la mémoire qui traverse une bonne partie des familles françaises, en fait. Si on remonte les arbres généalogiques des personnes qu'on connaît, chacune, vous pourrez voir qu'à un moment, souvent, il y a un lien avec le travail de la terre. C'était 36% de la population active qui était dans les champs, et ça, juste au milieu du XXe siècle. Donc si on remonte au XIXe, c'est encore beaucoup plus. Donc finalement, on a ce lien-là. Et l'attachement à la haie aussi montre cette espèce de nostalgie qui est pas tellement une solastalgie au sens, la solastalgie, c'est l'attachement à un environnement qui est perdu. Qui disparaît à cause du Exactement. réchauffement climatique. Voilà. Mais aussi en fait une nostalgie sociale. Quand vous parlez de la fin du paysage, on passe de la fin du paysan plutôt à la fin du paysage. On sait que le paysage, avant d'être un état naturel, quelque chose d'objectif, on sait que le paysage, c'est d'abord et avant tout un regard. Est-ce que ce regard porté sur la haie par tout un chacun, la dimension esthétique de la haie, est-ce qu'elle est importante? Ouais, elle est vraiment décisive et ça permet aussi d'investir tout un pan de la sociologie qui est la sociologie du goût, qui est très utile pour avoir un proxy, un raccourci, une manière d'entrer dans les différents groupes sociaux, la constitution des identités, qu'elles soient collectives ou individuelles, dans le sens où sur la question de la haie, il y a tout un ensemble de littérature qui va considérer que finalement, le fait de mettre en avant les haies, c'est une manière de dominer les paysans. Donc dans une lecture très critique, il considère qu'il ne se passe rien de nouveau et que c'est une mise sous cloche, cette écologisation, cette mise en avant des haies. On ferme un monde. Voilà, exactement. C'est la muséification du rural, c'est la folklorisation des campagnes. Il y a des recherches très sérieuses qui en montrent des développements. Et puis, d'un autre côté, on peut aussi voir des limites à ce type d'interprétation. Parce que si on creuse, si on mène l'enquête et si on lit les collègues qui les ont faites aussi, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe dans la réalité. Et qu'il y a des agriculteurs qui plantent des haies, pas uniquement pour des motifs agronomiques ou économiques, mais aussi pour des motifs esthétiques. Parce que, de manière négative, ça peut permettre de cacher un bâtiment d'élevage. On va dire que c'est à minima comme esthétique. Mais il y a d'autres esthétiques. Le fait d'avoir une belle haie interspécifique, ça compte et ça peut même arriver avant l'intérêt productif pour la ferme, voire en contradiction avec elle, ce qui nous rappelle bien que nous ne sommes pas des homo economicus qui déciderions à partir de ce qui est le plus rentable pour nous, mais aussi de ce qu'on trouve agréable à l'œil. Et tout ça est le résultat de tout un processus de socialisation très long qui passe par la littérature, le développement du tourisme, des productions artistiques, des films et autres. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Léo Magnien, les haies du point de vue de l'État? Parce que c'est bien l'État qui favorise, déclenche, encourage, accélère même cette écologisation des mœurs, ou en tout cas qui y participe très largement. Alors de quelle façon cette procédure-là s'opère-t-elle justement? Vous avez raison de pointer du doigt la centralité de l'État, et c'était aussi dans l'extrait qu'on a eu de Norbert Elias, que vous avez définitivement bien choisi, parce que souvent on cite Norbert Elias pour parler des manières de se moucher comme j'ai fait, ou des manières de ne plus se battre en duel, et l'État est central là-dedans. Il est central parce que se développe par exemple une police ou un pouvoir fiscal qui va justement gérer contenir ces agressivités individuelles. Et dans le cas de la haie, ce qui est très intéressant, c'est de bien mettre en avant et de garder en tête un enseignement absolument fondamental de la science politique et de la sociologie politique qu'on oublie au quotidien et à partir duquel on pense rarement. C'est le fait que l'unicité de l'État, c'est un mythe. C'est-à-dire que l'État, on en parle au singulier, avec sa petite majuscule, mais finalement, quand on regarde, c'est pas ça du tout. Ça nous ramène au débat qu'on avait précédemment dans cette même émission. L'État, c'est une pluralité d'acteurs, de services, et de ministères. Donc c'est effectivement un objet sociologique extrêmement hétéroclite. Voilà, vous en avez parlé l'heure qui précédait avec la planification écologique. On voit que c'est extrêmement complexe, qu'il y a des acteurs différents au sein de l'État. Alors des acteurs différents d'un point de vue temporel, ça saute aux yeux. Parce que les haies, auparavant, vous touchiez des subventions pour les détruire si vous étiez exploitant agricole. Aujourd'hui, vous avez des pénalités sur vos aides si vous les détruisez, voire vous pouvez aller au tribunal. Donc on voit que l'État lui-même peut changer d'avis, mais surtout peuvent coexister des politiques qui sont antagonistes. Par exemple, le fait de financer des plantations de haies, ce qui est dans l'absolu est tout à fait conforme à ce que nous disent de faire les sciences de la nature si on veut enrayer, en tout cas freiner le déclin de la biodiversité par exemple, mais aussi répondre à des questions d'érosion, de qualité de l'eau. Et puis de l'autre, maintenir des politiques où finalement le cas d'application de règles
tels que la protection des haies dans la politique agricole commune ou des espèces protégées, finalement, on n'intervient qu'à la marge. Donc il y a un risque, si on prend les chiffres, par exemple, la mesure planton des haies du plan de relance, c'est 7000 km qui sont plantés en 2 ans. Et selon les chiffres d'un rapport du ministère de l'Agriculture lui-même, on perdrait 20 000 km de haies par an. Ça veut dire qu'en 2 ans, on a planté ce qu'on perd en 4 mois. Merci beaucoup Léo Magnin. Je rappelle que vous êtes sociologue au CNRS, membre du LISIS, le laboratoire interdisciplinaire des sciences et innovations des sociétés. Et vous l'aurez compris, on recommande avec toute l'équipe de Questions du Soir la lecture de votre ouvrage intitulé La vie sociale des haies. Vous l'avez shippé ce titre, mais vous avez aussi shippé le sous-titre Enquête sur l'écologisation des mœurs. Et merci à toutes celles et ceux qui ont fait cette émission avec moi, qui l'ont pensé et imaginé. Roxane Poulain, Fanny Richer, Bertie Bourdon, Stéphanie Villeneuve, Florian Le Calvez, Mathias Mégy, à la réalisation François Richer comme chaque soir, et ce soir aux manettes Noé Chaban.